tac, doum tic tac, doum tac, doum tic tac, doum tac, doum 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 tic tac, doum tac, doum. Merci tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, ok. Déjà, je tiens à remercier la FPS d'avoir organisé cette soirée en commémoration de la Nakba et à vous tous d'être venus nombreux, ça fait plaisir. Je suis Lania, je suis doctorante au Centre irlandais des droits de l'homme, c'est à Galway en Irlande, où je travaille sur la question de l'apartheid notamment, donc j'aimerais en parler ce soir. Auparavant, je travaillais avec Al-Haq, c'est une des ONG de droits de l'homme palestiniennes qui a été ciblée par les autorités d'occupation et désignée comme illégale pour son travail qui cherche la justice internationale et à mettre fin aux violations des droits de l'homme palestiniens. Donc je vais parler de l'apartheid, mais ce que j'aimerais faire, c'est mettre ça plutôt en contexte. Et je vais parler d'un rapport que nous avons publié avec Al-Haq en novembre 2022, c'était à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et le rapport est intitulé Apartheid israélien, outil de la colonisation de peuplements sionistes. C'est le thème dont j'aimerais parler, mais je note aussi que le rapport est disponible en ligne pour une analyse beaucoup plus approfondie et je vous invite à le consulter. Donc, le premier point dont j'aimerais parler, c'est la question de la colonisation de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Comment est-ce que les exemples qu'on vient d'entendre entrent dans ce cadre? Donc, d'abord, le colonialisme de peuplement, c'est un processus colonial qui vise principalement et prioritairement l'élimination du peuple indigène sur sa terre. On le voit très clairement à travers la Nakba, la dépossession et le déplacement du peuple palestinien en son entier presque. On le voit dans le cas de Jérusalem avec des efforts de vider Jérusalem des Palestiniens, mais on le voit ailleurs en Palestine historique aussi. Le colonialisme de peuplement est basé sur cette logique d'élimination. Élimination, ça ne veut pas seulement dire physiquement, c'est-à-dire comme des exécutions extrajudiciaires, comme nous voyons tous les jours presque, mais ça veut aussi dire déplacement, remplacement surtout, et dépossession de la terre. Donc ici, je vais expliquer comment l'apartheid israélien s'inscrit dans ce projet et pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître ceci. Donc je vais expliquer comment l'apartheid fonctionne. Et je vais expliquer pourquoi c'est important de parler du contexte général. Donc le premier point, c'est que comprendre le contexte de la colonisation du peuplement, ça nous permet aussi de comprendre comment on peut démanteler ce système. Il ne s'agit pas de réformer quelques lois discriminatoires ici par là ou de révoquer cette loi ou une autre loi. Il s'agit de démanteler un système qui est basé sur cette logique d'éliminer le peuple palestinien continu depuis 75 ans. Et il s'agit d'une décolonisation dont je vais parler au final. Donc d'abord, qu'est-ce que l'apartheid? L'apartheid, c'est un crime contre l'humanité selon le droit international et on a une interdiction générale de cette pratique. Donc en droit public international et en droit international des droits de l'homme, on a une interdiction de la discrimination raciale dans laquelle s'inscrit l'interdiction de l'apartheid. Mais plus spécifiquement, j'aimerais parler de deux instruments qui sont essentiels. En 1973, l'Assemblée générale a adopté une convention contre l'apartheid qui définit l'apartheid comme crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de justice internationale dont Diana vient de parler. Et ça veut aussi dire que les personnes qui sont présumées responsables pour ce crime ou qui contribuent à la commission de ce crime peuvent être rendues responsables dans les pays, les États membres de cette convention. Donc il y a 109 États partis, y compris l'État de Palestine, qui a ratifié cette convention. Après, en 1998, la communauté internationale a adopté le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le statut de Rome explique que l'apartheid est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas un crime qui est limité géographiquement, c'est-à-dire que c'est que quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud, mais ça ne peut pas se passer ailleurs. Non, le statut de Rome reconnaît très bien qu'il y a une définition de ce crime et ce crime peut être commis n'importe où dans le monde. Et la CPI, la Cour pénale internationale, a la compétence de juger ce crime dans les territoires qui relèvent de sa compétence, et cela comprend la Palestine actuellement.
J'explique rapidement ce que c'est la définition de l'apartheid. Ce sont des actes inhumains, comme ceux dont on vient d'entendre parler, qui sont commis dans un contexte spécifique, c'est l'oppression et la domination raciale systématique, et commis avec l'intention de maintenir ce système. C'est pour ça qu'on voit que la Nakba continue à être perpétuée, que les Palestiniens continuent jusqu'à aujourd'hui à être menacés dans leur terre. J'expliquerai maintenant rapidement comment est-ce que cela fonctionne dans le contexte palestinien. Donc, dans le contexte palestinien, on a de nombreux actes inhumains qui sont commis entre la torture, la détention arbitraire, les exécutions, je pense que Hassan va en parler aussi, et un contexte plus général. C'est celui-ci que je veux parler aujourd'hui, juste parce que je ne pourrais pas passer sur tous les exemples. Le contexte général, c'est un contexte où les lois, les politiques et les pratiques israéliennes visent principalement la présence des Palestiniens sur la terre. Et donc ici, on a un rôle principal des institutions para-étatiques sionistes. Ce sont le Fonds national juif dont Dan a parlé, l'Organisation sioniste mondiale et l'Agence juive. Ces institutions sont quasi-étatiques ou quasi-gouvernementales dans le système israélien. C'est essentiel d'en parler, et d'ailleurs, les rapports des ONG internationales comme Amnesty et Human Rights Watch, qui sont très importants, ne parlent pas du rôle des ONG et des institutions sionistes. Et c'est pour ça que j'aimerais les souligner aujourd'hui, parce qu'en fait, démanteler le système de colonisation de peuplement sioniste ne relève pas seulement des lois, les lois qui sont promulguées par la Knesset, mais relève aussi du rôle que ces institutions jouent. Et je donne un exemple. Donc, ces institutions visent surtout la présence palestinienne. Donc, le Fonds national juif, par exemple, a joué un rôle depuis plus d'un siècle dans la confiscation des terres et des biens palestiniens. Après 1948 et après la Nakba, c'est l'État qui a confisqué la majorité des terres des réfugiés palestiniens qui jusqu'à aujourd'hui sont interdits de retourner. Mais il y a aussi le Fonds national juif qui a joué un rôle ici, parce que l'État a transféré à travers ses lois les terres des réfugiés au Fonds national juif. Le Fonds national juif, comme les autres institutions sionistes, suivent des chartes, les chartes qui ont été adoptées au début du XXe siècle. Et ces chartes leur donnent un mandat de discriminer en toute matière contre toutes les personnes qui ne sont pas considérées des nationaux juifs. Et là, je focalise sur un deuxième point, c'est la question de la citoyenneté et la nationalité dans ce système. Et donc, en considérant que la citoyenneté et la nationalité ne sont pas la même chose, le système israélien crée en gros un système inégal selon lequel, si les Palestiniens ont la citoyenneté de l'État, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'égalité de droit dans presque toute partie de leur vie. Et c'est alors qu'on regarde par exemple ce qui se passe à l'intérieur de la ligne verte, on voit que 93% des terres, la majorité confisquée des Palestiniens, sont aujourd'hui sous le contrôle de l'État et le contrôle du Fonds national juif et de l'autorité de la terre. Et toutes ces institutions ont un mandat et une politique de discriminer contre les Palestiniens qui ne peuvent pas vivre dans ces terres, ne peuvent pas jouir de leur droit d'autodétermination. Donc pour conclure, j'aimerais juste revenir sur mon premier point, que l'apartheid est un système colonial. C'est quelque chose qu'on comprenait très bien dans le contexte de l'Afrique du Sud et en Namibie occupée. Mais je pense qu'on l'oublie un peu aujourd'hui, parce que là, quand on regarde les rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, des ONG israéliennes qui reconnaissent l'apartheid, ils ne reconnaissent pas que cet apartheid est un apartheid colonial. Et cela a des implications pour ce qu'on comprend en termes de démantèlement de ce système. Je rappelle, pour conclure aussi, que les Palestiniens parlent d'apartheid depuis des décennies. Cela comprend les mouvements sur le terrain, cela comprend les ONG de droits de l'homme, mais aussi les universitaires. Et je donne un exemple ici, c'est qu'en 1965, l'universitaire Faiz Steyr avait écrit sur le colonialisme sioniste, avait déjà à l'époque utilisé le mot apartheid pour le décrire, c'était avant l'occupation de 67, je note aussi. Et il avait dit la chose suivante, il dit que le racisme n'est pas un trait acquis de l'État colonial sioniste.
Il est inhérent à l'idéologie même du sionisme et à la motivation fondamentale de la colonisation et de l'État. Donc je conclus en disant que démanteler l'apartheid dans le contexte de la Palestine, c'est pas seulement réformer certaines lois ici et par là, ça veut dire démanteler le système et la logique sur laquelle ce système repose. La logique d'éliminer et de remplacer le peuple palestinien sur la terre et donc de reconnaître que c'est un système colonial en colonisation du peuplement. Merci beaucoup.